transports en commun. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et nos esprits libres du mercredi, aujourd'hui Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion, et Ruth El-Krief, éditorialiste à LCI. Merci à tous les deux d'être là ce matin. Bonjour. Commençons par l'Iran. Bonjour à tous. Et Ruth, vous dites la presse européenne sur l'Iran, sur ce qui s'y passe, et notamment la presse française, a eu du retard à l'allumage. Moi, je suis très frappée, en effet, et pardon, je vais citer LCI et l'émission de David Pujadas qui a été sur cette affaire iranienne fondamentalement présente. J'ai été très très surprise de voir à quel point les agences, les médias mainstream, entre guillemets, ont mis beaucoup de temps avant de passer des manifestations contre la vie chère, à des réels, une forme de révolution contre le régime islamique même, en l'occurrence romainiste. Et j'étais assez choquée de voir un peu que il y a eu du temps pour un certain nombre de journalistes français. Je parle pas de l'Opinion, je parle pas du Figaro, mais sincèrement, à l'AFP, à d'autres, il y a eu une forme de retard à l'allumage, comme si c'était pas évident que c'était une forme de révolte profonde contre le régime et qui, hélas, est devenu un massacre à huis clos. Alors peut-être ça a été aussi le cas de partis politiques. Comment la gauche a regardé, s'est beaucoup plus intéressée au Venezuela, au coup de force de Trump, qui est évidemment contestable, mais en même temps faire des manifs pour Maduro le week-end dernier, alors que des milliers de gens mouraient à huis clos, alors qu'Internet était coupé en Iran, c'est extrêmement choquant. Oui, mais les manifs pour Maduro, c'est pas la presse. Non, mais je veux dire par là, il y a eu une forme, globalement, d'ignorance, d'indifférence ou comme on dit en anglais, d'expectation, vous voyez, un peu de distance par rapport à ce phénomène. Disons les choses, il y a eu une forme de pudeur effarouchée parce que on soupçonnait les États-Unis et Israël d'être derrière ces troubles. Eh bien, dites les choses. Oui, mais voilà. C'est extrêmement frappant, c'est absolument anormal de ne pas regarder un phénomène totalement authentique et populaire. Nicolas Bétou n'est absolument pas de votre avis. C'est pas absolument pas, mais je le dis de façon assez différente et peut-être de façon moins tranchée. D'abord, je pense que sur la presse, si vous regardez les archives des journaux, vous apercevrez que depuis 2, 3, 5 ans, un certain nombre de manifestations ont été annoncés à tort et un peu trop vite comme le moment de bascule, le point où l'Iran va basculer, etc., etc. Et donc, le fait que les journaux n'embrayent pas immédiatement sur des informations au demeurant assez parcellaires au début, et plus encore maintenant, puisqu'il y a plus de communication, c'est pas complètement inexplicable. Je comprends votre explication sous-jacente, et je veux bien la partager, mais d'un point de vue professionnel, ça n'est pas complètement inexplicable. Mais je pense que c'est l'occasion de se poser une autre question. À quoi sert l'indignation d'un dirigeant politique ? À quoi sert-elle ? Est-ce qu'elle sert à retenir le bras armé des Pasdaran ? Est-ce qu'elle sert à faire arrêter un régime qui est embarqué dans une folie répressive ? Israël l'a bien compris. C'est intéressant de voir qu'Israël, pour l'instant, se réserve complètement de réagir publiquement et de donner, au fond, aux dirigeants iraniens l'occasion de souder leur peuple, enfin ce qui reste de défenseurs de ce régime, contre l'agression israélienne ou américaine. Et au fond, ce que je veux dire, c'est que Netanyahou s'est pas désespéré de ce qui s'y passait. Quand même. Non, mais vous voyez bien qu'il y a pas ils sont pas proactifs en parole. Peut-être le sont-ils en sous-main. Mais au fond, la réalité, la leçon de tout ça, c'est que l'indignation ne sert à rien, sauf si on est puissant, sauf si on s'appelle Trump et qu'on menace de frapper. Ça peut servir en politique. C'est vrai. Et donc l'indignation des dirigeants européens qu'on a attardé à voir et qui aujourd'hui... Oui. Là aussi, c'est pareil. Vous comprenez, c'est toujours facile de dire il faut arrêter, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Les Européens ne le feront pas. Peut-être Trump le fera. Je ne sais pas quelle est la meilleure des deux solutions. Non, mais l'indignation, elle est quand même utile. Évidemment, les mots ne suffisent pas et on le dira. Néanmoins, ils sont un minimum. Et moi, je suis désolée, j'ai eu l'impression que début janvier, alors que l'indignation et le choc et le soutien, les manifestations, la manière de rappeler, d'expliquer ce qui se passe, a commencé il y a quelques jours seulement, réellement à être en une des journaux, alors que c'était quelques petits papiers perdus dans les
les pages intérieures. Et ça, c'est assez problématique. Pour moi, ça reste une question. Parce que il y a eu d'autres problèmes, et effectivement, le Proche-Orient, globalement, a été en une, et avec combien d'excès, et avec combien d'abus parfois. Et donc, c'est le côté 2 poids 2 mesures aussi qui m'a posé problème. Il y en a qui n'ont pas ce problème, ce sont des révoltés en France, ce sont les paysans. Le conflit qui était... le conflit rebondit en fait, de problème agricole en problème agricole, ce conflit rebondit. Alors, le dernier épisode en date, les agriculteurs ont semble-t-il quitté Paris après la promesse de Sébastien Lecornu d'une loi d'urgence, mais... En ligne de mire, il y a le salon de l'agriculture. L'agriculture croule sous les problèmes en fonction des filières, parce que c'est pas les mêmes sujets en fonction des métiers agricoles. On n'en finit pas. Nicolas Béthou. On n'en finit pas et on a l'impression de revivre, une comédie assez tragique. Je vous fais une citation. J'ai demandé à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, de préparer pour le Salon de l'Agriculture une loi d'urgence agricole autour de plusieurs priorités: eau, prédation, moyens de production. Voilà ce que Sébastien Lecornu a dit hier. Vous vous rendez compte, on est en pleine crise. On sait que tout ça est en train de se nouer d'une façon terrible pour un certain nombre de filières. Et pour la énième fois, un Premier ministre dit « J'ai demandé au ministre de l'Agriculture de préparer une loi d'urgence sur des sujets comme l'eau, la prédation. » C'est incroyable qu'on n'ait pas encore, en France, la capacité de comprendre que le sujet doit être traité de façon globale, c'est-à-dire en attaquant l'ensemble de la filière jusqu'à la grande distribution, qui fait des pressions sur l'agroalimentaire, qui elle-même, cette industrie qui elle-même d'ailleurs est en grave déclin et qui fait pression sur les agriculteurs. Et je ne comprends pas que, d'abord que ces crises agricoles qui sont maintenant quasiment annuelles ne soient pas prévisibles et ne soient pas gérées à l'avance. Et je ne comprends pas qu'on puisse imaginer aujourd'hui que l'annonce d'une loi d'urgence va régler le problème. Alors, je crois que c'est effectivement un secteur qui va très mal, qui a un problème profond de compétitivité, puisque nous sommes plus, et c'est l'opinion qu'il raconte très bien, l'agroalimentaire n'est plus en pointe en France alors que c'était une de nos richesses. Donc la question, elle est beaucoup plus large. Il faut arriver à être compétitif avec nos propres voisins européens, même pas seulement le Mercosur, même pas seulement les importations étrangères. Et donc, on n'arrive pas à affirmer cette réalité, à transformer les choses, ça c'est clair, et on va de crise en crise, et j'ai bien peur que ça ressemble à une forme d'agonie et qui essaye d'être accompagnée par des bouts de scotch, des bouts des pansements qui ne suffiront pas. Mais c'est vrai que, alors là, en l'occurrence, ce projet de loi, il est censé être voté très vite, en mars, etc. Vous la question d'un projet de loi d'urgence sur un sujet qui est, bien sûr. tellement ancien. Enfin, la question, elle est qu'on est dans une situation politique globale qui est tellement complexe et tellement, pataugeante, où tout le monde patauge, où personne ne voit clair, que tous les acteurs de la société française, effectivement, les médecins libéraux font grève, les agriculteurs sont malheureux. Il y a un sentiment de délitement, effectivement, qui est lié aussi au délitement de la vie politique. Une question, Nicolas Béthou, et peut-être que Ruth a aussi la réponse, c'est que dans les années 50-60, on structure la politique agricole commune. Oui. De Gaulle parle d'indépendance alimentaire. On arrive à avoir une vision globale, et pourtant c'était il y a 60 ans, il n'y avait pas d'informatique, on était peut-être moins intelligents à l'époque. Les sujets étaient moins complexes. J'en sais rien, peut-être les sujets étaient moins complexes, mais on arrivait à avoir une vision globale des choses et à dire, on va faire une politique structurante et structurelle. Pourquoi on n'y arrive plus aujourd'hui ? Alors je vais vous faire une réponse que j'aurais peut-être détournée, mais je pense qu'elle est essentielle. Vous savez qu'il n'y aura pas de vaches ou très peu de vaches au salon de l'agriculture à Paris, à cause de l'épidémie. Mais moi, je rêve d'un salon agriculture sans animaux, où il n'y a que du matériel agricole, que des GPS, que des systèmes d'ultra-performance, que des systèmes qui montrent que l'agriculture est aussi
dans une grande évolution industrielle et technologique. Mais qu'est-ce que vous faites du concours du plus beau cochon, la plus belle vache ? On trouvera un endroit pour le faire ailleurs. Mais attendez, je voudrais finir là-dessus parce que c'est très important. Au fond, depuis 1950, la France a refusé d'admettre, les Français ont refusé d'admettre que les paysans, que les agriculteurs, c'était autre chose que des gens qui doivent conserver le paysage et des petites exploitations. Nous avons besoin d'industrialiser les exploitations. Pour industrialiser les exploitations, nous avons besoin de les agrandir. Pour les agrandir, nous avons besoin de libérer des normes. Pour exploiter ces exploitations, il faut du matériel, de la technologie. Au fond, les animaux, c'est très bien pour les petits Parisiens qui viennent s'encanailler en respirant des odeurs de poulailler et en regardant comment est-ce que les cochons fouillent la paille. Mais honnêtement, le plus important pour l'agroalimentaire et pour l'agriculture en général, c'est comment est-ce que je me modernise, quels sont les matériels, les techniques, les technologies que j'ai à ma disposition. En fait, un salon de l'agriculture sans animaux. En fait, ça existe déjà. Exactement. Il faut bien les valoriser. Non. En fait, ça existe. Ce que vous décrivez existe déjà. Il y a des exploitations absolument modèles. Il y a c'est ça l'exemple, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Tout à fait. Un salon de l'agriculture, un salon de l'automobile, c'est pour mettre en valeur les modèles iconiques. Mais ça existe déjà. Elles existent, elles se développent et elles doivent être le modèle. Vous avez tout à fait raison. Mais il ne faut pas non plus décrire l'agriculture française seulement comme de toutes petites exploitations parcellisées. Il y a des chefs d'entreprise agricoles qui sont formidables, qui font évoluer leur structure et qui sont à la pointe des technologies. Mais oui, c'est compliqué pour les plus petites qui veulent subsister. Il y a une vraie question là-dessus. Et, je veux le préciser, même dans les petites exploitations agricoles, il faut le dire, les agriculteurs sont fous de technologie. Ils adorent le matériel agricole. Et ça les aide, bien sûr. Ils n'ont cessé de s'endetter pour moderniser leur matériel. Et je peux vous dire que grande ou petite exploitation, les paysans s'intéressent à la technologie. Mes amis, c'est terminé. Nous allons nous séparer avec Gabriel Fauré et Étienne Daho, figurez-vous. Étienne Daho qui en 2018 a enregistré Ici-bas, un poème de René-François Sully-Prudhomme sur une mélodie de Gabriel Fauré. Donc Étienne Daho, pourquoi je vous en parle et pourquoi on va l'écouter ? C'est parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Écoutez comme c'est joli et tendre.